Les vents hivernaux les plus amers hurlaient dans la vallée de Pinewood, comme des bêtes affamées cherchant une proie. Martha Tucker, 67 ans, avançait en boitant, transie par le froid, vers une petite cabane abandonnée qu'elle avait repérée en contrebas des pins. 3 années passées sans foyer avaient usé son corps. Ses mains déformées par l'arthrite tremblaient lorsqu'elles tentèrent d'empoigner la poignée de porte rouillée. Elle poussa enfin le battant en gémissant, et une bouffée d'air glacé pénétra avec elle. À l'intérieur, la lumière vacillante de sa lampe torche révéla un nuage de poussière dansant comme de minuscules esprits réveillés par sa présence. La cabane semblait vide. Un autre endroit oublié, dans un recoin oublié du monde. Pourtant, lorsque Martha avança vers l'arrière de la pièce, cherchant un coin sec où étendre son vieux sac de couchage, une planche du plancher résonna. Pas le craquement ordinaire du bois ancien, mais un son creux, presque calculé, comme un secret qui réclamait qu'on le découvre. Quelque chose se cachait sous ce plancher. Et ce qu'elle y trouverait allait non seulement bouleverser son existence, mais aussi ébranler l'histoire même de Pinewood Valley. Martha resta immobile un instant, le souffle court, l'esprit soudain en éveil. Elle repensa à sa carte de bibliothèque qu'elle gardait toujours près d'elle, comme à un talisman. Son refuge avait été, pendant des années, les rayons pleins de récits du passé. Elle avait été, seulement 3 ans auparavant, Madame Tucker, la professeure d'histoire que les élèves adoraient écouter. Elle leur répétait sans cesse que l'histoire n'était pas une suite de dates poussiéreuses, mais des histoires vibrantes qui attendaient patiemment qu'on les redécouvre. Puis sa propre vie avait basculé. Le diagnostic d'Edward, son mari, avait frappé comme un éclair noir. Cancer du pancréas, stade 4. Les assurances avaient refusé les traitements les plus coûteux. Ils avaient hypothéqué leur maison pour payer les médicaments, puis vidé les cartes de crédit jusqu'au dernier dollar. Elle revoyait Edward dans la pénombre de l'hôpital, la peau blême, murmurant des excuses qu'elle refusait de laisser devenir des adieux. Ils avaient partagé 40 années d'amour solide. Pourtant, la maladie avait fini par l'arracher à elle. Ensuite, l'ouragan des dettes. Puis la saisie. Elle se rappelait encore de ce mardi où elle avait reçu la notification de forclusion, alors qu'elle corrigeait des dissertations sur la guerre de sécession. Le vendredi, la petite maison bleue où ils avaient élevé leur fille appartenait déjà à la banque. Rebecca avait proposé de l'aide depuis Seattle, mais comment demander davantage à une fille épuisée par 2 enfants à l'université et un divorce douloureux? Leur dernière conversation s'était conclue dans les cris et les larmes. 18 mois de silence s'étaient ensuite installés, plus glaciaux encore que l'hiver. Au refuge, Martha avait maintenu sa dignité. Toujours volontaire, toujours digne, toujours organisée. Le directeur Wilson louait son efficacité, notamment dans le rangement des dons. Puis les coupes budgétaires avaient fermé l'établissement. Maintenant, il ne restait plus que le centre communautaire, ouvert uniquement les nuits de gel extrême, et la crypte d'une église déjà trop remplie. À la clinique gratuite, la jeune docteure Ellie Carter s'était inquiétée de sa toux persistante. Elle lui avait recommandé repos et chaleur. Repos et chaleur. 2 mots qui, pour Martha, sonnaient comme des luxes inaccessibles. Chassée par la tempête, elle s'était éloignée de la ville, tirant derrière elle son unique caddie rempli de souvenirs et de vêtements élimés. Les roues s'étaient enfoncées dans la neige grandissante. Elle avait dû le laisser au bord du chemin. Elle n'avait conservé que l'essentiel dans son sac à dos, quelques habits, une trousse de premiers soins, 3 livres empruntés à la bibliothèque, de l'eau et un peu de nourriture. Elle posa son sac et déroula son couchage sur l'endroit le moins sali du plancher. Chaque mouvement torturait ses articulations. Elle sortit ensuite de sa poche la seule photographie qu'elle ne quittait jamais, Edward sur le perron, le sourire tendre, le bras autour de sa taille. Les bords du tirage étaient usés à force d'être caressés par ses doigts tremblants. Elle plaça l'image bien en vue, comme un autel discret dédié à la vie qu'elle avait aimée. Un hurlement du vent la fit tressaillir. L'air glacial s'infiltrait par chaque fissure du vieux bois. Ses yeux glissèrent à nouveau vers la planche suspecte. Elle ressentit une pointe d'excitation. Derrière la femme fatiguée se réveillait la professeure curieuse, la chercheuse de vérité. Peut-être que cette cabane avait quelque chose à lui révéler, une histoire oubliée, un fil du passé prêt à être tiré. Ce soir-là, la tempête recouvrit ses traces, comme si la forêt l'avait adoptée et fermée au monde extérieur. Une femme et un lieu abandonné, unis soudain par le mystère. À l'aube, une lueur pâle traversa les vitres souillées. Martha se redressa lentement, surprise de se réveiller dans un endroit inhabituel. Le souvenir de la veille revint, la fuite du blizzard, la cabane,
la planche creuse. Elle s'approcha d'une fenêtre. Le paysage était d'une beauté austère, une clairière ceinte de grands pins chargés de neige. Au loin, le château d'eau de Pinewood Valley se dessinait, solitaire. Elle se rappela alors les rumeurs locales. On appelait cette propriété la folie de Blackwood. Thomas Blackwood, le propriétaire originel, était arrivé de l'Est en 1948, riche et plein d'idées étranges sur l'agriculture. Certains le disaient scientifique, d'autres jurèrent qu'il fuyait les enquêtes anticommunistes de l'époque. Tous s'accordaient sur un fait, il avait disparu en 1952. Du jour au lendemain. Sans valise, sans lettre, sans explication. Un petit déjeuner intact retrouvé sur la table et plus aucun signe de vie. Une légende qui avait nourri 3 générations de ragots. À la lumière du jour, Martha inspecta chaque recoin. La pièce principale contenait un âtre, un vieux meuble bibliothèque vidé de ses livres, une table de bois brut. La cuisine était rudimentaire, avec un antique poêle en fonte. Dans la chambre attenante, seule la carcasse d'un lit demeurait. Dehors, elle découvrit un abri envahi de ronces, où des outils rouillés pendaient encore. Une pancarte délavée était clouée près de la porte, propriété privée. Défense d'entrée. Quelqu'un y avait gribouillé dessous, avec insolence enfantine, la folie de Blackwood. Au moment où elle revenait vers la cabane, un véhicule de police se montra à l'orée du terrain. Son cœur se serra. L'habitude amère de se faire chasser des lieux interdits la fit reculer instinctivement. Pourtant, le policier ne s'approcha pas. Il observa avec des jumelles, resta un moment immobile, puis repartit sans un mot. Peut-être, songea Martha, que personne ne savait vraiment qui possédait encore ces terres. Ou peut-être l'agent l'avait reconnu. Le shérif Mike Daniels s'était réputé juste, même s'il peinait à servir le comté avec un budget toujours réduit. De retour à l'intérieur, Martha fixa la planche suspecte. Soulevée par la curiosité, elle se souvenait des paroles de la bibliothécaire, l'homme le plus puissant de la ville, Raymond Preston, avait tenté maintes fois de racheter ce terrain, sans jamais y parvenir. Des héritages flous, un acte de propriété introuvable, des taxes irrégulières. Une affaire embourbée dans le mystère. Preston avait transformé l'ancienne usine de meubles familiale en appartement de luxe dont aucun habitant de Pinewood ne pouvait s'offrir le loyer. Sous son sourire de philanthrope se cachait l'avidité d'un homme qui voulait tout contrôler. Martha soupira, puis se pencha. Elle glissa ses doigts sous la planche. Avec un craquement net, elle céda. Un trou noir s'ouvrit sous ses yeux. Elle y dirigea sa lampe torche. Un éclat métallique répondit. Un coffret. Petite boîte d'acier aux angles renforcés de cuivre, couverte d'une patine verte due aux décennies enfouies. Elle le saisit et fut surprise par son poids. Elle le posa sur la table, essuya la poussière du revers de la main. Un solide cadenas en interdisait l'ouverture. Martha posa une main sur le métal glacé, l'esprit soudain bourdonnant d'hypothèses. Était-ce la raison de la disparition de Blackwood? La clé du destin de cette propriété si convoitée? Un secret assez puissant pour avoir été enseveli pendant plus de 70 ans? Elle murmura en fixant l'objet, comme si le propriétaire disparu pouvait l'entendre. Eh bien, Thomas, tu ne voulais vraiment pas que quelqu'un découvre ton secret. Pour la première fois depuis longtemps, Martha ne se sentit plus invisible. Plus seulement une femme errante cherchant un abri. Elle était de nouveau maîtresse de son destin, une exploratrice du passé, une historienne prête à révéler une histoire soigneusement enfouie. Ses doigts tremblants glissèrent sur le cadenas, et son cœur, malgré les années de douleur, retrouva un rythme vibrant, presque impatient. La cabane se taisait, les pins se courbaient sous le poids de la neige, et dans ce silence solennel, Martha Tucker s'apprêtait à déterrer une vérité capable de raviver bien plus qu'un simple souvenir, peut-être l'avenir entier de Pinewood Valley. Martha resta immobile un instant, le souffle suspendu comme si l'air lui-même hésitait à se frayer un chemin dans ses poumons. Sans outil, elle savait qu'il serait impossible de forcer la cache qu'elle venait de découvrir sous les lattes du plancher. Pourtant, la cavité semblait vouloir révéler quelque chose, une parcelle de vérité oubliée qui scintillait faiblement dans le faisceau tremblotant de sa lampe. Ses yeux se posèrent sur un objet dissimulé tout au fond, soigneusement protégé par un morceau de toile huilé assombri par le temps. Avec précaution, Martha avança la main, ses doigts gourds par le froid effleurant l'inconnu. Elle saisit enfin le paquet et tira doucement. Sous ses doigts, la toile glissa, laissant apparaître une petite clé en laiton, vieillie par des décennies d'oubli, mais encore solide et élégante. Sur l'un de ses flancs, des encoches finement ciselées dessinaient un motif intricate,
totalement inconnu de Martha. Son cœur s'emballa. Pouvait-il vraiment être si simple de percer un mystère que tout le monde croyait scellé à jamais? La clé entra dans le cadenas avec une surprenante fluidité. Un seul demi-tour, un cliquetis net, puis le silence. Martha hésita encore un instant avant de soulever le couvercle, consciente que ce geste allait déranger des secrets qui avaient patienté 70 ans dans l'obscurité la plus totale. À l'intérieur de la boîte reposaient plusieurs objets soigneusement arrangés, comme le témoignage ordonné d'une vie qu'on avait cherché à effacer. Un carnet relié de cuir portait 2 initiales dorées, TB. Des documents pliés semblaient être des cartes, accompagnés d'enveloppes ficelées par une cordelette jaunie. Une série de photographies en noir et blanc complétait l'ensemble. Les mains de Martha, malgré les années d'habitude à manipuler des documents anciens, tremblèrent légèrement lorsque ses doigts caressèrent la couverture du carnet. Elle était professeure d'histoire. Elle savait reconnaître, mieux que quiconque, la valeur d'une source primaire intacte. Ce n'était pas un conte déformé par les rumeurs, ni une version arrangée par l'oubli collectif. C'était la voix authentique de Thomas Blackwood. Elle ouvrit la première page. Une inscription, précise, presque solennelle, confirma son intuition. Propriété de Thomas Blackwood, Ph.D., sciences botaniques, Université Cornell, 1948. Martha se cala contre le mur, resserrant son manteau sur ses épaules pour lutter contre le froid mordant. Elle dévora les premières pages, rédigées avec une écriture régulière et élégante. Blackwood avait tout documenté, l'achat du terrain, ses ambitions scientifiques, ses relations avec les habitants, mais surtout, ses observations sur la Terre elle-même. Une entrée attira son attention. 12 avril 1948. Monsieur Preston insiste pour connaître les raisons de mon choix. Je maintiens mon histoire de retraite paisible, mais sa persistance trahit une connaissance que je n'ai pas encore. Plus loin. Raymond Preston Senior m'a proposé de racheter mon terrain pour le double de son prix. Je lui ai répondu poliment que je n'étais pas vendeur. Les premiers prélèvements du sol confirment mes soupçons, cette terre possède des propriétés uniques. Martha releva les yeux, l'esprit en ébullition. La famille Preston convoitait déjà la propriété bien avant l'arrivée de Blackwood. Cette rivalité n'était pas née du hasard. Elle tourna plusieurs pages. L'écriture devenait plus technique, accompagnée de schémas détaillés de plantes et de graphiques complexes sur la composition minérale du sol. Puis, brusquement, le ton changea. 3 octobre 1950. Découverte capitale. L'échantillon d'eau provenant du puits expérimental révèle une composition minérale inédite. Si mon analyse s'avère exacte, cette source souterraine contient des éléments capables d'accroître considérablement le rendement des cultures et leur résistance aux maladies. Une révolution agricole se trouve peut-être sous nos pieds. Prudence avant publication. Les entrées suivantes décrivaient un crescendo d'espoirs contrariés, de démarches officielles étouffées, puis de sabotages inexplicables. Des noms revenaient, toujours les mêmes, Preston Senior. Son fils. Menaces voilées. Visites intempestives. Puis, enfin, la dernière page. 27 avril 1952. Preston n'emploie plus de détours. Il prétend que cette terre appartient à sa famille depuis des générations. Il exige mes notes. Lorsque j'ai refusé, il a évoqué les accidents si faciles à provoquer dans ces bois isolés. J'ai caché des copies de mes recherches sous la latte de plancher à l'est. Si je disparais, la vérité devra survivre. Un frisson parcourut la colonne de Martha. Ce journal n'était pas qu'un témoin historique. C'était la preuve tangible d'un crime demeuré dans l'ombre. Peut-être même un meurtre. Au dehors, la nuit retomba, plus sombre encore, avalant les derniers reflets du jour. Une inquiétude sourde l'envahit. Elle rangea précautionneusement tous les objets dans la boîte, excepté le journal, qu'elle glissa dans son sac. Elle serra la clé dans sa paume, comme une arme dérisoire face à un ennemi invisible. Blackwood avait payé sa découverte de sa vie. 70 ans plus tard, Martha touchait du doigt la même vérité. La même menace. Elle prit sa décision. Une nuit de plus. Une nuit pour comprendre. Puis elle irait trouver de l'aide. Peut-être shérif Daniels, s'il était digne de confiance. La cabane gémissait sous les rafales, comme pour approuver son choix tout en la mettant en garde. La température chuta brutalement. Grâce à des morceaux de chaises brisées et quelques branches ramassées dehors, Martha réussit à ranimer la cheminée. Les flammes, bien que modestes, répandaient une chaleur réconfortante.
En fouillant les placards, ses doigts rencontrèrent un objet inattendu, une lampe à huile, intacte malgré les années. Elle l'alluma. Une douce lumière ambrée envahit la pièce, dissipant les ombres les plus menaçantes. Assise de nouveau, elle se remit à lire. 10 juin 1950. Le réseau d'eau souterraine est plus étendu que supposé. Plusieurs sources convergent sous la propriété avant de poursuivre leur chemin vers la ville. Après leur passage dans le calcaire du versant est, la composition de l'eau se transforme de manière remarquable. Martha fronça les sourcils. Pinewood souffrait depuis longtemps de problèmes liés à son réseau d'eau. Les Preston avaient financé une station de traitement très coûteuse. Pourtant, les plaintes persistaient, odeurs, coloration étrange, maladies respiratoires inexpliquées. Blackwood poursuivait son œuvre. Ses champs d'expérimentation produisaient des plans robustes, presque miraculeux. Il consignait chaque réussite, chaque anomalie. Puis encore une fois, le nom Preston. 30 octobre 1950. Visite du père et du jeune Raymond Jr., un garçon vif et curieux. Le père s'est irrité lorsque je lui ai montré mes graphiques de croissance. Il a murmuré que la valeur de cette terre dépassait largement la simple agriculture. À quoi fait-il allusion? En tournant la page, un pétale séché glissa sur les genoux de Martha. Une fleur violette, presque évanouie. Une note expliquait. Quinacea, variété teste ses propriétés médicinales augmentées. Les dernières pages transpiraient la peur. Appareil détruit. Note volée. Voiture sur la route, phares éteints. 15 février 1952. Rencontre avec la docteure Eleanor Mitchell, la première à comprendre l'importance de mes découvertes. Elle reviendra avec des collègues. Preston nous a suivis. Il a prononcé des mots lourds de menaces, certaines découvertes ne doivent pas voir le jour. Martha sentit ses paupières s'alourdir. Le feu crépitait un rythme hypnotique. La lampe projetait des silhouettes mouvantes sur les murs. Dans un dernier sursaut, elle tenta de lire encore. Puis le sommeil la happa. Elle rêva. La cabane revivait. Les jardins luxuriants étincelaient sous le soleil d'été. Blackwood était là, concentré, déplaçant des instruments. Il se retourna soudain vers elle, la regardant droit dans les yeux. Tout est toujours là. Sous nos pieds. Elle se réveilla en sursaut. Un bruit l'avait tiré du rêve, un moteur approchait. L'aube se frayait un chemin à travers les fissures des volets. La lampe s'était éteinte, ne laissant qu'une odeur de pétrole. Martha saisit le journal et se glissa vers la fenêtre. Une voiture de police s'était arrêtée devant la cabane. Shérif Mike Daniels s'en sortit, inspectant les lieux, attentif, mais pas hostile. Juste curieux. Peut-être inquiet. Elle respira profondément, lissa ses cheveux d'argent, et ouvrit la porte. Le shérif, surpris, porta une main instinctive vers son ceinturon avant de la reconnaître. Miss Tucker? Je ne m'attendais pas à vous trouver ici. Elle haussa légèrement le menton. La tempête m'a prise de court. Je n'ai pas eu d'autre refuge. Daniels observa la fumée s'échappant encore de la cheminée et hocha la tête. Ses yeux gris, fatigués par des années de service, conservaient une lueur d'humanité rare à Pinewood. Il n'avait jamais méprisé ceux que la vie avait rejetés loin du confort. J'ai vu la fumée en patrouillant après la tempête. Je voulais m'assurer qu'il n'y avait pas de blessés. Martha resserra machinalement son manteau, où le journal était soigneusement dissimulé. Une vérité capitale reposait maintenant contre son cœur. Daniel s'approcha d'un pas, intrigué, comme s'il pressentait que ce qui allait se dire dépasserait largement le cadre d'un simple contrôle de sécurité. Martha inspira lentement. Elle comprit que son témoignage ne suffirait pas. Elle venait de devenir, qu'elle le veuille ou non, la porte-voix d'un homme que l'on avait réduit au silence. Il était temps que l'histoire soit connue. Il était temps que la vérité remonte enfin à la surface. La lumière grise du matin filtrait à travers les arbres lorsque Martha se tenait droite sur le vieux perron, convaincue d'entendre lorsque c'est nécessaire les mots qu'on avait tant de fois prononcés pour la chasser. Circulez. Vous ne pouvez pas rester ici. Propriété privée. Pourtant, aucune réprimande ne vint. À la place, le shérif Daniels dévissa lentement un thermos. Une vapeur parfumée monta dans l'air froid. Du café, encore chaud. Ce geste, simple et sans emphase, fissura presque la cuirasse qu'elle entretenait depuis des années. Depuis combien de temps personne ne lui avait tendu quelque chose sans attente ni pitié?
Elle accepta le gobelet de métal tiède d'une main tremblante. Merci. La chaleur se diffusa dans ses doigts ankylosés par le froid. Le shérif s'adossa à la rambarde du porche, observant les bois qui encerclaient la clairière. Ce lieu a une histoire mouvementée, dit-il finalement. Martha goûta le café, fort et sucré, exactement ce dont elle avait besoin. J'ai entendu quelques rumeurs. Blackwood, n'est-ce pas? Thomas Blackwood. Il s'est installé ici en 48, puis, disparu en 52. Daniel hocha la tête en direction de la lisière de la forêt. Mon grand-père faisait partie des équipes de recherche. 3 semaines à sillonner ces bois. Pas la moindre trace. Les gens ne disparaissent pas simplement, observa Martha avec prudence. Parfois si, répondit-il, son regard revenant se poser sur elle. Parfois, ils le choisissent. Parfois, quelqu'un les aide à disparaître. La suggestion resta suspendue entre eux, lourde de possibilités. Martha prit le temps de choisir ses mots. Vous avez beaucoup réfléchi à cette affaire. Il esquissa un sourire bref. L'histoire est l'un de mes passe-temps. Le dossier Blackwood n'a jamais semblé complet. Il récupéra la tasse vide. Vous pensez rester ici longtemps? La question qu'elle attendait. Elle se redressa, prête à se défendre. Je sais que je suis en infraction, mais... Il l'interrompit d'un geste. Techniquement oui. Mais en pratique, la propriété est prise dans un tel imbroglio juridique que même le comté ignore à qui envoyer la facture des taxes. Il observa la cabane avec réflexion. Si vous voulez savoir si je vais vous mettre dehors, la réponse est non. Une bouffée de soulagement la parcourut. La tempête est passée, mais une autre arrive. Je préfère savoir que vous avez un toit plutôt que de vous retrouver dans un fossé. Sous son manteau, le journal de Blackwood semblait soudain peser plusieurs kilos. Elle pouvait tout garder pour elle. Ou tenter un pari. Shérif, murmura-t-elle. Si quelqu'un trouvait ici quelque chose capable d'expliquer la disparition de Blackwood, cela vous intéresserait. La neutralité professionnelle s'effaça dans ses yeux, remplacée par une lueur acérée d'intérêt. Purement hypothétique? Martha acquiesça. Il réfléchit un instant. Certaines énigmes méritent d'être élucidées, même après des décennies. Il la scruta. Vous avez trouvé quelque chose? Au lieu de répondre, Martha interrogea, que savez-vous de l'intérêt des Preston pour ces terres? La mâchoire du shérif se crispa légèrement. Raymond Preston essaie de les acheter depuis des années. Il prétend vouloir construire un éco-resort. Chaque fois, les problèmes de propriété l'en empêchent. Et avant lui, son père avait la même obsession. Et son grand-père avant lui. Daniel secoua la tête. 3 générations de Preston pour un lopin de terre que tout le monde jugerait sans valeur. Cela donne à réfléchir. Sa décision se prit alors d'elle-même. Martha glissa une main sous son manteau et sortit le journal. Je l'ai trouvé caché sous une planche. Le journal de Blackwood. Ses recherches. Les yeux du shérif s'agrandirent. Il ne s'en empara pas tout de suite. Vous l'avez lu? Une partie. Assez pour comprendre qu'il a découvert ici quelque chose de précieux. Quelque chose que les Preston convoitaient. Elle laissa flotter la fin de la phrase. Le shérif comprit sans qu'elle doive insister. C'est une accusation dangereuse, Madame Tucker. Elle lui tendit le cahier. Lisez par vous-même. Surtout les dernières pages. Après une brève hésitation, il prit l'objet et le glissa dans sa veste. Cela reste entre nous, pour le moment. Si vous avez raison, il faudra agir avec prudence. Les Preston possèdent encore beaucoup de pouvoir à Pinewood. Il parcourut quelques pages, son expression se durcissant. Je dois étudier cela sérieusement. En attendant, vous devez savoir que Raymond Preston a déposé de nouveaux permis le mois dernier. Il tente encore de développer la zone. Un frisson courut dans le dos de Martha. Cette fois, le froid n'y était pour rien. Je reviendrai plus tard avec des provisions, ajouta le shérif. Nourriture, eau, de vraies couvertures. Il marqua une pause. Le docteur Carter s'inquiétait pour vous. Elle m'a demandé si j'avais de vos nouvelles. Je peux la rassurer? Martha pensa au regard bienveillant de la jeune médecin. Oui, vous pouvez. Le shérif se dirigea vers son véhicule, puis se tourna vers elle une dernière fois. Quoique Blackwood ait trouvé ici, cela lui a apporté des ennuis.
Soyez prudente, et choisissez bien à qui vous parlez. Lorsqu'il disparut dans la forêt, Martha se sentit paradoxalement plus légère. Le poids de la découverte ne reposait plus entièrement sur ses épaules. Elle se retourna vers la cabane. Elle n'était plus simplement un refuge de fortune. Elle avait un sens. Pour la première fois depuis longtemps, Martha Tucker possédait quelque chose qui n'était ni matériel ni fragile, une importance. Une place dans l'histoire. Elle passa la matinée à explorer les alentours. La propriété s'étendait bien au-delà de ce qu'elle avait imaginé. Des chemins enfouis sous la neige serpentaient vers des clairières oubliées. Des alignements étrangement réguliers de pierres dessinaient d'anciens potagers. Non loin d'une structure effondrée, sans doute une serre autrefois, elle découvrit des fragments rouillés d'instruments scientifiques enterrés dans la terre gelée. Une plaque métallique portait une inscription, Cornell University Agricultural Department. Elle n'eut pas le temps d'approfondir. Le bruit d'un moteur la ramena vers la cabane. Une voiture blanche s'arrêta dans la clairière. Pinewood Free Clinic était inscrit sur la portière. Le docteur Ellie Carter en sortit, son sac médical à la main. Martha se raidit. Le shérif avait mentionné l'avertir, mais elle ne s'attendait pas à la voir arriver si vite. La jeune femme leva la main avec un sourire chaleureux. « Miss Tucker. Le shérif m'a dit que vous étiez ici. J'ai apporté vos renouvellements de prescription. » Ellie Carter n'avait guère plus de 30 ans. Ses cheveux bouclés retenus sommairement et ses lunettes glissant constamment sur son nez lui donnaient un air de génie distrait. Contrairement à tant d'autres, jamais elle n'avait montré le moindre jugement. « Vous n'aviez pas besoin de venir jusqu'ici, » protesta Martha. « Je ne pouvais pas faire autrement, » répondit Ellie dans un naturel désarmant. Elle ouvrit le coffre, sac d'épicerie, couverture, matériel de camping. « Le shérif a dit que vous resteriez peut-être ici un moment. J'ai pensé que vous auriez besoin de quelques essentiels. » La fierté de Martha tenta de s'opposer, mais la nécessité l'emporta. Ensemble, elles transportèrent les affaires. L'intérieur sombre et froid de la cabane fit immédiatement froncer les sourcils de la médecin. Pas l'idéal pour quelqu'un souffrant de problèmes respiratoires, commenta-t-elle. Je peux écouter vos poumons. Martha s'assit sur une vieille chaise. Le stéthoscope froid contre sa peau la fit frissonner. Inspirez profondément, encore. Après quelques secondes, Ellie acquiesça, soulagée. Cela va mieux que la semaine dernière. Les antibiotiques font effet. Mais il faut maintenir une bonne chaleur. Heureusement, vous avez une cheminée. Tandis qu'elle rangeait les provisions, la conversation resta légère, presque distraite. Pourtant, sous son ton se cachait une tension. Le shérif semble très intéressé par cet endroit, lança finalement Ellie tout en alignant des conserves sur une étagère. Il paraît qu'il a une histoire singulière, répondit Martha avec prudence. Ellie se tourna vers elle. Il m'a dit que vous aviez trouvé quelque chose. Quelque chose en rapport avec le propriétaire disparu. Il ne m'a rien montré, mais il avait l'air préoccupé. La pièce sembla se rétrécir. Martha réfléchit. Il ne vous a pas parlé du journal? Non. Il m'a simplement dit que vous aviez découvert quelque chose d'important. Elle prit place face à elle. Et j'ai aussi un intérêt professionnel pour cet endroit. Martha haussa un sourcil. De quel genre? Le regard de la médecin devint grave. Depuis 2 ans, j'étudie une hausse inquiétante de cancer et de maladies rénales dans les quartiers alimentés par le réseau d'eau du nord du comté. La station Preston gère cette zone, nota Martha immédiatement. Ellie approuva. J'ai demandé 2 enquêtes officielles sur la qualité de l'eau. À chaque fois, c'est l'équipe environnementale de Preston Développement qui a réalisé les tests. Résultat parfait. Elle sortit de son sac quelques fioles soigneusement étiquetées. J'ai donc effectué mes propres analyses. Elles montrent des niveaux anormaux de produits chimiques industriels, les mêmes qu'utilisaient autrefois leur usine de fabrication de meubles. Martha pensa aux notes de Blackwood sur le réseau souterrain d'eau. Vous croyez que l'ancienne usine a contaminé les nappes? J'en suis presque sûr. Mais pour l'instant, impossible de le prouver. Les Preston ont trop d'influence. Elle referma son kit avec un soupir. Le shérif m'a dit que Blackwood faisait des recherches sur l'eau. Il pense que ce que vous avez découvert pourrait m'aider. Martha resta silencieuse un instant. Daniel savait le journal, mais dans la boîte métallique restaient des cartes, des photographies, des preuves. Son instinct, forgé par des années de survie,
jugea la jeune docteur digne de confiance. Blackwood avait identifié un réseau de sources souterraines, expliqua Martha doucement. Selon ses notes, ces eaux alimentent la nappe phréatique de Pinewood. Il pensait qu'elles contenaient des minéraux bénéfiques, capables de favoriser la croissance des plantes et peut-être même la santé humaine. Les yeux d'Ellie brillèrent d'un intérêt scientifique intense. Si cela est vrai, et si les Preston étaient au courant, ils pourraient vouloir contrôler cette ressource depuis des décennies. Martha acquiesça. Le journal montre que leur obsession pour ces terres remonte à longtemps. Bien avant la disparition de Blackwood. Ellie se releva, parcourue d'un frisson de lucidité. Ce n'est certainement pas une coïncidence. Elle referma son sac d'un geste résolu. Dans son regard naissait une détermination nouvelle, aussi tranchante qu'une lame. Miss Tucker, pour la santé de cette communauté, nous devons découvrir toute la vérité. Et il faudra de la prudence. Les Preston ne laisseront personne menacer leur secret. Pas une seconde. Martha sentit l'importance de ce moment comme une pulsation dans l'air. Elle n'était plus seulement la vieille femme qu'une ville avait oubliée. Elle se trouvait au cœur d'un mystère qui touchait le passé et l'avenir de Pinewood. Elle avait enfin une raison de lutter. Et cette fois, elle ne serait pas seule. Martha Tucker observa longuement le visage déterminé de la jeune scientifique. Dr Carter venait de lui demander de lui montrer l'endroit précis où elle avait trouvé les recherches de Blackwood, ainsi que toute source d'eau encore accessible sur la propriété. Elle voulait prélever des échantillons, analyser la qualité de l'eau. Martha sentit une pointe d'inquiétude. Elle connaissait les Preston depuis assez longtemps pour savoir qu'ils formaient une dynastie puissante, habituée à écraser quiconque se mettait en travers de ses intérêts. Vous vous attaquez à une famille très influente. Cela pourrait s'avérer dangereux, dit-elle avec gravité. Un bref sourire durcit le contour des lèvres de Dr Carter. Je suis devenu médecin pour aider les gens. Si le développement mené par Preston empoisonne cette ville, mon devoir est de découvrir la vérité. Des fragments des dernières pages du journal de Blackwood revinrent alors à l'esprit de Martha. Lui aussi avait voulu protéger Pinewood. Il avait eu la certitude que la vérité devait survivre, même si lui ne le pouvait pas. Peut-être que le journal avait fini entre ses mains pour une raison. Elle aussi avait consacré sa vie à la vérité, en tant qu'enseignante. Elle s'était peut-être égarée ces dernières années, mais une flamme ancienne se rallumait doucement. « Je vais vous aider », déclara-t-elle enfin. « Mais avant toute chose, il y a autre chose que vous devriez voir. » Elle la conduisit jusqu'à la planche disjointe du plancher et la souleva avec précaution. Le coffre métallique reposait encore dans son renfoncement secret. « Je l'ai trouvé caché là », expliqua Martha en le tirant de sa cachette poussiéreuse. « Le shérif Daniels a emporté le journal de Blackwood, mais je n'ai pas encore examiné le reste du contenu en détail. » Elles déposèrent le coffre sur la table. À l'intérieur se trouvaient plusieurs documents soigneusement pliés, des enveloppes contenant des photographies et des notes. En dépliant la première carte, Dr Carter découvrit des schémas minutieux représentant un réseau souterrain complet. Des lignes bleues sillonnaient la propriété, se croisaient en des points marqués par des chiffres et des symboles. « C'est extraordinaire », souffla-t-elle. Blackwood a cartographié un système hydrogéologique tout entier. Ces indications montrent les compositions minérales à chaque point de collecte. Martha étala une autre carte, celle-ci représentant la région dans son ensemble, avec les terres de Blackwood au cœur du réseau. Les lignes bleues se dirigeaient vers Pinewood et convergeaient sous les zones aujourd'hui utilisées comme source d'eau municipale. Selon son journal, cette eau possède des propriétés particulières, précisa Martha. Elle traverse des formations calcaires qui l'enrichissent en minéraux. Dr Carter parcourut les formules de son regard exercé. Certains de ces oligo-éléments sont associés à des bénéfices importants pour la santé. Cela pourrait expliquer les données que je collecte depuis des mois. Les quartiers alimentés par les puits du Sud affichent des taux beaucoup plus faibles de certaines maladies que les habitants du nord du comté. Elle posa le doigt sur un point précis de la carte, là où plusieurs lignes souterraines se rejoignaient. Et c'est exactement ici que Preston a fait construire son centre de traitement. Cela signifie qu'il pourrait détourner ou contaminer exprès cette ressource. Martha continuait de trier les photographies. Certaines montraient des jardins expérimentaux où des plantes poussaient avec une vigueur inhabituelle. D'autres révélaient du matériel scientifique, des essais en plein air. Sur une image, Blackwood apparaissait lui-même, plus jeune que Martha ne l'avait imaginé, les yeux intenses, debout près d'une structure en bois surplombant un puits. Cela doit être l'un des accès à la nappe, déduisit Martha.
La doctoresse examina attentivement l'arrière-plan de l'image. Il se pourrait que cette structure existe encore. Allons vérifier. Malgré le froid mordant, elles sortirent et se guidèrent grâce à la photographie, évaluant les contours du paysage. Derrière la cabane, partiellement recouvert de broussailles et de ronces, elles découvrirent les vestiges du puits. La pierre était encore solide, bien que le bois alentour ait pourri avec le temps. Dr Carter s'agenouilla immédiatement, sortant de son sac du matériel d'analyse, des bandelettes, des fioles stériles, ainsi qu'un petit analyseur électronique. Si nous parvenons à atteindre l'eau, je pourrais faire des tests préliminaires sur place. Elles dégagèrent les débris et parvinrent à ouvrir le conduit. La doctoresse descendit un petit récipient attaché à une corde. Lorsqu'elle le remonta, il contenait une eau claire, presque scintillante. Aucune contamination visible, constata-t-elle. Elle déposa quelques gouttes sur les bandelettes chimiques et observa les changements de couleur. Le pH est parfaitement équilibré. La teneur minérale est élevée, mais reste dans une fourchette très saine. Elle leva les yeux vers Martha, et son enthousiasme semblait difficile à contenir. La qualité est exceptionnelle. Bien meilleure que toutes les sources municipales du comté que j'ai testées. Martha pensa aux mots de Blackwood. Il était persuadé que cette eau pouvait transformer l'agriculture dans les régions où l'eau manquait. S'il avait raison, et si les Preston détournaient ou endommageaient volontairement cette ressource, l'ampleur de leur manipulation devenait vertigineuse. Dr Carter rangea soigneusement les échantillons. Nous avons un début de preuve. Elle commençait à retourner vers la cabane lorsqu'un véhicule surgit dans la clairière. Le shérif Daniels descendit de sa voiture en transportant plusieurs sacs. Son regard se posa sur le matériel scientifique. « Je pensais vous trouver ici, dit-il avec sérieux. J'ai terminé la lecture du journal, Miss Tucker. Et certains passages donnent froid dans le dos. » Dr Carter lui expliqua leur découverte. Le shérif acquiesça sombrement. Cela correspond à ce que j'ai déterré dans les archives. 3 enquêtes sur la qualité de l'eau de Pinewood ont été interrompues dans les heures qui ont suivi l'intervention de Preston Development. Martha sentit un frisson parcourir son échine. Vous croyez qu'il contamine intentionnellement l'eau? Le shérif secoua la tête. Pas exactement. Selon les recherches de Blackwood, il détournerait la source naturelle pour la vendre au privé, tout en laissant le reste du comté dépendre d'une eau traitée de qualité inférieure. Cela explique leur obsession à acheter cette parcelle. Elle est le point d'origine du réseau. Il marqua une pause, puis baissa la voix. Blackwood a probablement été assassiné lorsqu'il a menacé de publier ses résultats. Les Preston ont couvert ce meurtre pendant 70 ans et exploité les ressources de la ville dans le silence le plus total. Le silence qui suivit pesa lourdement. Martha regarda ses 2 compagnons, si différents d'elle et pourtant unis dans la même lutte. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit quelque chose de plus fort que sa survie quotidienne. Elle ressentit une mission. La nuit tomba. Ils s'installèrent autour de la table de la cabane. Les cartes, photos et instruments scientifiques couvraient maintenant toute la surface, formant une sorte de quartier général improvisé. La lueur du feu ajoutait une chaleur fragile à cette scène chargée de tension et d'espoir. Le journal mentionne d'autres preuves cachées sur la propriété, expliqua le shérif, pointant une section particulière. Des éléments qui pourraient condamner Preston Senior. Martha fouilla dans le coffre à la recherche d'indices supplémentaires. Elle retira une petite bourse en cuir qu'elle n'avait pas encore observée. Elle en sortit un instrument en laiton, semblable à une boussole, mais doté de cadrans supplémentaires et d'un petit pendule. Qu'est-ce que cela peut bien être? Dr Carter l'examina, fasciné. C'est un instrument de géodétection. Dans les années 1940, les chercheurs utilisaient ce type de dispositif pour localiser des sources d'eau souterraine en analysant les variations minérales. Le shérif ajouta. Blackwood parlait de son matériel spécialisé. Cela en faisait certainement partie. La doctoresse eut un sourire plein d'excitation. Si cet appareil fonctionne encore, nous pourrons peut-être localiser d'autres points d'accès au réseau sans devoir creuser. Martha se souvint alors d'une mention dans le journal. Blackwood décrivait une chambre de confluence primaire où plusieurs veines d'eau se rejoignaient. Il l'appelait le cœur du système. Dr Carter confirma que ce serait le point le plus stratégique. Si les Preston exploitaient cette ressource, c'était sûrement là. Ils analysèrent les cartes pendant de longues minutes, identifiant des zones potentielles, dont plusieurs s'étendaient vers les terrains appartenant à Preston Development.
Nous devons tester l'instrument, proposa Dr Carter. Et vérifier s'il réagit à une source connue. Essayons au puits, dit Martha. Ils se rendirent à nouveau dehors, guidés par les faisceaux de leurs lampes. Dr Carter aligna les cadrans avec soin. Le pendule se mit à osciller, puis s'intensifia au fur et à mesure qu'ils approchaient de l'eau. Il fonctionne encore, s'émerveilla TL. Pendant une heure entière, ils suivirent une ligne souterraine invisible, le pendule leur indiquant une trajectoire précise à travers les arbres. Le froid les engourdissait, mais ils avançaient avec une détermination qui ne fléchissait pas. Chacun d'eux sentait qu'il venait tout juste d'ouvrir une porte que la famille Preston tentait de sceller depuis des décennies. Ils n'étaient encore qu'au début de cette enquête périlleuse, mais Martha ressentait déjà que leur alliance faisait naître une force nouvelle. La vérité qui sommeillait sous leurs pieds, comprimée dans la roche et le silence, serait enfin entendue. Même s'il fallait pour cela affronter l'ennemi le plus puissant de Pinewood. La pendule radiesthésique que tenait la jeune scientifique décrivait des arcs de plus en plus amples, comme irrésistiblement attirés par un secret enfoui sous la neige. À environ 200 mètres de la cabane où elle s'était réfugiée la veille, le petit groupe s'arrêta dans une clairière silencieuse. L'air glacé semblait suspendu, retenu dans une inquiétude muette. Il y a quelque chose d'important sous nos pieds, déclara finalement la Dr Carter en marquant l'endroit d'un piquet de bois. Selon les cartes anciennes de Blackwood, ce point précis pouvait correspondre à un accès vers un réseau souterrain plus vaste. Le shérif Daniels balayait la zone avec sa lampe torche, son regard attentif glissant sur chaque ombre, chaque irrégularité. Aucune structure ne se distinguait sur la surface, seulement un sol étrangement remué, comme si l'on avait déplacé quelque chose récemment. Martha s'agenouilla malgré le froid mordant et écarta la neige et les feuilles mortes. Ses doigts engourdis rencontrèrent une dépression circulaire dans la terre, large d'environ 1,20 m. Autrefois, quelque chose avait été posé ici. Un couvercle. Une trappe. Elle échangea un regard avec le shérif qui, sans un mot, se mit à dégager davantage de terre. Peu à peu, apparut un anneau de béton semi-enterré, trop moderne pour dater de l'époque de Thomas Blackwood. Improvisant avec une grosse branche tombée non loin, ils parvinrent à faire pivoter la dalle de béton juste assez pour ouvrir une petite fente. Un souffle d'air froid et humide jaillit des profondeurs obscures. La Dr Carter éclaira l'ouverture. Une paroi verticale, lisse, renforcée par des matériaux récents. Et fixée sur un côté, une échelle métallique. Quelqu'un utilise encore cet accès, murmura le shérif avec gravité. Et ce quelqu'un a fait tout son possible pour le camoufler. Le poids de la découverte transforma immédiatement leur enquête. Ils ne se contentaient plus de déterrer une affaire ancienne, un mystère historique presque oublié. Ils venaient de mettre le pied sur une opération actuelle, méthodiquement dissimulée. De retour dans la cabane, ils rassemblèrent leurs éléments. Le shérif étala une grande carte du comté sur la table branlante. Martha, encore secouée par l'adrénaline, observait les limites foncières dessinées à l'encre. Ce point d'accès, expliqua Daniels, se trouve toujours sur la propriété Blackwood. De quelques mètres seulement. Le terrain de Preston commence à moins de 50 yards à l'est. Ce qui signifie, ajouta la Dr Carter, que si des tuyaux ou galeries relient cette entrée à la zone de Preston, il s'agit clairement d'un détournement illégal de source. Nous devons documenter scrupuleusement chaque élément. Martha approuva d'un signe de tête. Photographie. Prélèvement d'eau. Comparaison avec l'eau de la ville. Et surtout, la nécessité d'établir une connexion directe avec l'usine d'embouteillage. Une usine d'embouteillage, demanda-t-elle, intriguée. La Dr Carter expliqua alors la réalité. Preston Pure. La société de Raymond Preston. Une eau vendue comme un produit de luxe depuis 5 ans. Leur discours prétend qu'elle provient de sources naturelles exceptionnelles et uniques dans toute la région. Il expédie partout aux États-Unis, à des prix exorbitants. Tout s'éclaira brutalement dans l'esprit de Martha. Cet homme s'enrichissait en pillant l'eau pure de Blackwood, tout en condamnant les habitants à une eau traitée, d'une qualité nettement inférieure. Une colère sourde et froide s'empara d'elle. Il est trop tard pour poursuivre ce soir, annonça le shérif après un silence lourd. Il nous faudra de l'équipement spécialisé pour explorer la descente en toute sécurité. Ce que nous avons trouvé ce soir marque officiellement le début d'une enquête criminelle. Il posa sur la table son carnet de notes puis ajouta, d'un ton grave, les implications minimales concernent la violation de droits sur l'eau. Au maximum. Sa phrase se suspendit.
Elton criminalité susceptible d'avoir mis en danger la santé publique et peut-être même des indices relatifs à la disparition de Blackwood, compléta Martha, le souffle court. Le shérif la fixa longuement. Raymond Preston est puissant. Soutenu par des élus. Il ne reculera devant rien pour protéger ses secrets. Nous devons rester prudents. Pour le moment, personne d'autre ne doit être informé. Alors qu'il s'apprêtait à quitter les lieux, il se tourna vers Martha. Votre découverte pourrait transformer l'avenir de cette ville, ou vous mettre en grand danger. Désirez-vous vraiment poursuivre? Elle pensa à ses années d'enseignante, dédiées à transmettre l'importance du courage moral. Elle pensa aussi à l'invisibilité sociale dans laquelle elle avait été reléguée depuis qu'elle avait perdu son toit, comme si son existence ne comptait plus. Elle redressa les épaules. Si Blackwood a confié ses preuves au temps, c'est pour qu'elles soient retrouvées. Je continuerai. Après son départ, la docteur Carter l'aida à installer une literie plus confortable dans un coin sec de la pièce. La cabane, autrefois symbole d'abandon, semblait désormais revêtue d'un rôle bien plus grand, le cœur même de la vérité. Reposez-vous, Martha. Demain sera décisif. Aucune des deux femmes n'osa exprimer à haute voix ce qu'elle craignait, Preston ne se laisserait jamais vaincre sans riposte. À l'aube, Martha fut réveillée par le bruit de moteurs s'enfonçant dans la neige. Regardant par la fenêtre fêlée, elle aperçut la voiture du shérif, suivie d'un camion de service public portant la mention « Eau et environnement ». Les rayons pâles du matin étiraient des ombres longues sur la clairière immaculée. Elle se vêtit à la hâte et sortit à leur rencontre. Le shérif lui présenta un homme aux traits sérieux, vêtu d'un uniforme de la mairie. Voici Frank Martinez, responsable des services hydrauliques du comté. Je lui ai exposé la situation. C'est l'un des rares à qui je fais entièrement confiance. Martinez serra chaleureusement la main de Martha. Si ce que le shérif m'a raconté est exact, cela pourrait enfin prouver ce que je soupçonne depuis des années, Preston détourne illégalement l'eau de nos sources. Ses avocats ont toujours étouffé mes investigations. Mais cette fois, nous avons une vraie chance. Le camion contenait du matériel d'analyse et de sécurité professionnelle. Pendant qu'il préparait son équipement, le shérif se rapprocha de Martha et lui tendit un document plastifié. « Vous devez voir ceci », murmura-t-il. C'était un registre foncier original daté de 1948, la preuve de l'achat du terrain par Thomas Blackwood. Contrairement aux fichiers numériques actuels, celui-ci comportait des annotations manuscrites et une clause notable, les droits sur toutes les ressources d'eau souterraine et les dépôts minéraux étaient garantis à perpétuité, mais non transférables sans validation scientifique officielle. Blackwood a protégé légalement ses recherches, conclut le shérif. Sans ses journaux et ses cartes, personne ne peut revendiquer les droits sur l'eau. Martha comprit aussitôt. C'était la clé. Ce que Preston cherchait depuis des décennies. Et ce qu'il n'avait jamais pu obtenir. Le groupe retourna dans la clairière pour ouvrir de nouveau l'accès dissimulé. À la lumière du jour, des détails alarmants apparurent, traces de pneus presque effacées, branches sectionnées, empreintes humaines. Ce point est entretenu régulièrement, constata Martinez. Ce n'est pas abandonné. C'est volontairement camouflé. Il enfila un harnais de sécurité et descendit prudemment l'échelle. Sa voix résonna dans le talkie-walkie. Traces d'outils. Empreintes récentes. Et, une installation mécanique. Une pompe industrielle. Reliée à une canalisation PVC qui file vers l'est. Vers Preston. L'ingénieur remonta avec des échantillons d'eau collectés dans le fond. Son regard brûlait d'une satisfaction contenue. Ceci est la preuve matérielle que nous attendions. Peu après, la docteur Carter revint avec des instruments de laboratoire particulièrement précis. Je comparerai ces échantillons avec l'eau embouteillée par Preston et celle distribuée à la ville. Si la signature minérale est identique à celle de la source Blackwood, nous tiendrons une preuve irréfutable. De retour dans la cabane, chacun prit place autour de la carte. Le shérif résuma la situation. Martinez analyserait officiellement les prélèvements. Lui-même documenterait l'équipement illégal en vue de mandats judiciaires. Ils avaient enfin une stratégie solide. C'est alors que la docteur Carter reçut un message sur son téléphone. Elle blêmit. Le conseil municipal se réunira demain soir en urgence. Sujet, approbation d'un projet de développement sur la parcelle Blackwood. Le cœur de Martha se serra. Il veut agir avant que nous ne puissions prouver quoi que ce soit. Typique de Preston, gronda le shérif.
Il profite du manque de préparation pour imposer ses décisions. Nous devrons y assister. Et vous présenter des résultats même préliminaires. La tension était palpable. Chaque seconde comptait désormais. Alors qu'ils poursuivaient leur travail, un bruit soudain attira leur attention. Une voiture noire, luxueuse, aux vitres teintées, avançait lentement vers la cabane. Le moteur ronronnait avec une assurance presque provocante. Martha sentit le sol se dérober sous elle. Preston venait de découvrir qu'ils avaient mis la main sur son secret. Et il n'était pas venu pour discuter. La voiture s'arrêta à l'entrée de la propriété, à peine visible derrière les arbres sombres. La tension s'installa immédiatement. « Nous avons de la compagnie », murmura Martha avec une inquiétude qu'elle peinait à masquer. Le shérif Daniels se dirigea vers la fenêtre et écarquilla les yeux. Le véhicule de Preston. Je le reconnais. Sa voix se fit grave. Il se tourna vers les autres. Il est certainement venu inspecter les lieux avant la réunion du conseil municipal de demain. Puis, d'un geste ferme à l'attention de Martinez, récupérez tout votre matériel et les échantillons par l'arrière. Nous ne pouvons pas prendre le risque qu'il repère l'équipement d'analyse de l'eau. Martinez obéit immédiatement, rangeant ses instruments avec un soin méthodique. Pendant ce temps, un homme élégant sortit du SUV. Même à cette distance, son allure impeccable, son port sûr et son assurance calculée n'appelaient aucun doute. Raymond Preston. Héritier de l'une des familles les plus influentes de Pinewood. Il scruta la propriété sans s'approcher davantage, comme un général observant un champ de bataille. Puis il porta son téléphone à son oreille. Ce simple geste suffit à confirmer les soupçons du shérif. Il a compris que nous enquêtons, chuchota Daniels. La course commence. Martha observa Preston remonter dans son véhicule et repartir, moteur grondant. Après des décennies de bataille juridique et d'ambition familiale, l'enjeu autour de la découverte de Blackwood atteignait son point culminant. Et au centre de cette lutte se trouvait, contre toute attente, une ancienne enseignante devenue sans abri. Le document officiel prouvant la propriété du terrain semblait peser dans ses mains comme un symbole de vérité ressuscitée. Elle se remémora chaque humiliation subie depuis son déclassement. Peut-être que la vérité, même portée par une femme rejetée par la société, pouvait vaincre le mensonge entretenu par la fortune et l'influence. Le lendemain matin, très tôt, la docteure Carter arriva avec un air inquiet. Elle tendit à Martha une copie fraîchement imprimée de l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal, publiée sur le site officiel de Pinewood. Preston va plus vite que prévu, soupira-t-elle en désignant un passage du doigt. La séance d'urgence ne comportait que 2 points, l'approbation du projet de développement du terrain Blackwood et l'intervention d'un seul citoyen. Le cœur de Martha se serra en découvrant son nom dans la rubrique des prises de parole, déclaration de Martha Tucker sur sa résidence temporaire. Comment Preston sait-il que je loge ici? Et pourquoi me désigner comme intervenante, demanda-t-elle avec une angoisse croissante. C'est une manœuvre stratégique, expliqua calmement la docteure Carter. Il change la narration. Au lieu d'un débat sur l'intégrité de l'eau ou la disparition étrange de Blackwood, il veut faire de toi une vagabonde occupant illégalement une propriété de grande valeur. Il essaie de te discréditer avant même que tu prennes la parole. Martha serra les lèvres. Il veut que tout Pinewood voie en moi une gêne. Mais il ignore ce que nous avons découvert. Exactement, répondit le shérif Daniels plus tard. Il contrôle le terrain médiatique, nous devons contrôler le terrain des faits. Après le départ de la docteure Carter, Martha retourna examiner les vieux documents de Blackwood, en quête de preuves supplémentaires. Parmi eux, une enveloppe jaunie attira son attention. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies. L'une montrait Blackwood en 1951, présentant ses recherches à la commission de l'eau du comté. Au second plan, à peine reconnaissable mais bien là, se tenait le père de Preston, regard froid, visage fermé. Au dos de la photo, une note manuscrite confirmait l'essentiel, le vote de la commission avait protégé la source de Blackwood comme bien public. L'opposition de la famille Preston y était clairement consignée. Une preuve irréfutable. Une pièce manquante du puzzle. Déterminée, Martha organisa ensuite chaque document par ordre chronologique, reconstituant le fil complet de l'histoire, les découvertes de Blackwood, son combat pour préserver la source, et l'hostilité constante des Preston. Elle rangea ensuite soigneusement le tout dans son sac, avec les vêtements que la docteure Carter lui avait donnés pour paraître digne et professionnel lors du conseil. En fin d'après-midi, le shérif vint la chercher. Il semblait tendu.
Preston a déjà contacté 3 membres du conseil aujourd'hui. Il veut faire voter son projet avant que nous ne puissions prouver l'existence de matériel clandestin sous le terrain. Les résultats d'analyse, demanda Martha. En route pour la clinique, répondit Daniels. Et il confirme exactement ce que nous pensions. L'eau embouteillée vendue par Preston a la même composition minérale que la source Blackwood. L'eau municipale est complètement différente. À la clinique, un véritable quartier général improvisé les attendait. Sur les murs, graphiques et cartes retraçaient la vérité scientifique, historique et légale. Martinez désigna les courbes tracées sur les panneaux. La signature minérale est identique à la description faite par Blackwood dans ses écrits. La source est unique. Et Preston l'exploite illégalement pour s'enrichir. La Dr Carter ajouta une précision glaçante, des échantillons collectés près de l'ancienne usine de meubles montraient encore des traces de produits toxiques. Le traitement de Preston respecte tout juste les normes minimales. Rien à voir avec la pureté naturelle de la source. La population mérite de savoir. Le shérif Daniels établit le plan de bataille, Martinez présenterait les analyses officielles, le shérif exposerait les preuves matérielles de l'exploitation illégale, la Dr Carter expliquerait les risques sanitaires, et Martha, en tant que découvreuse des documents originaux, porterait la parole de Blackwood. Martha inspira profondément. Preston va essayer de m'humilier. Le shérif planta son regard dans le sien. Tu as enseigné dans cette ville pendant 30 ans. Plusieurs membres du conseil ont appris à lire grâce à toi. Tu n'es pas défini par la malchance qui t'a frappé. Tu es la gardienne de la vérité de Blackwood. Revêtue d'une tenue simple mais digne, Martha se mira dans une vitre. Ce qu'elle vit lui donna du courage. L'échine redressée, elle chuchota. Preston a l'argent et le pouvoir. Nous avons la vérité. Ce soir, nous l'honorerons. Ils prirent la route vers l'hôtel de ville, déterminés. Lorsque Martha monta les marches du bâtiment emblématique de Pinewood, elle sentit le regard des habitants converger sur elle. La salle du conseil était pleine à craquer. Les voix chuchotaient, curieuses, inquiètes, parfois méprisantes. Depuis longtemps, aucun sujet municipal n'avait attiré autant d'attention. Sur l'estrade, les 5 membres du conseil siégeaient avec gravité. Certains anciens élèves de Martha y figuraient. Le contraste l'ébranla, autrefois, elle leur avait montré le chemin de la connaissance, à présent, elle s'apprêtait à se battre pour être simplement écoutée. Au premier rang trônait Raymond Preston, parfaitement habillé dans un costume luxueux. Il discutait avec aisance, un sourire confiant aux lèvres. Lorsque Martha entra avec le shérif, la Dr Carter et Martinez, un éclair de surprise passa dans ses yeux. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle paraisse si résolue, si entourée. La présidente du conseil, Hélène Winters, ouvrit la séance avec une rigidité protocolaire. Cette session extraordinaire traite du projet de développement du terrain connu sous le nom de folie de Blackwood. Preston s'avança alors vers le pupitre, posa ses mains sur le micro et adressa au public un sourire de propriétaire déjà victorieux. Son discours débuta avec des mots soigneusement choisis. Il parla d'opportunités économiques, de modernisation, de création d'emplois. Il présenta la source comme une zone sous-exploitée, nécessitant des travaux de sécurisation immédiats. Il donna l'impression que tout ceci relevait d'une action salvatrice, presque philanthropique. Il faisait vibrer l'orgueil de la ville, tout en enterrant subtilement la mémoire de Blackwood. Lorsque Preston conclut, les applaudissements d'une partie de la salle retentirent. Puis vint le moment de vérité. Le shérif Daniels se leva le premier et présenta des photos du matériel souterrain découvert près de la source. Martinez exposa les résultats d'analyse prouvant l'exploitation illégale. La Dr Carter mit en lumière les risques sanitaires encourus par les habitants. Enfin, le nom de Martha fut prononcé. Elle sentit ses jambes fléchir légèrement, mais se força à avancer. Chaque pas jusqu'au pupitre résonna dans son cœur comme un tambour annonçant le combat. Elle déplia les documents et portraits historiques. Elle raconta l'histoire que personne n'avait voulu entendre, celle d'un scientifique passionné écrasé par une dynastie cupide. Elle posa la photo du père Preston devant les membres du conseil, appuyant l'accusation silencieuse. Thomas Blackwood voulait préserver cette source pour le bien de tout, déclara-t-elle d'une voix qui gagnait en force. Cette eau n'a jamais appartenu aux Preston. Elle appartient à Pinewood. À ses habitants. À ses enfants. Puis elle leva le registre foncier, preuve ultime de la volonté de Blackwood. Un silence puissant tomba sur la salle.
Un silence qui marquait le basculement d'un récit façonné durant des décennies. Martha ne portait pas de costume. Elle n'avait ni fortune ni logement. Pourtant, en cet instant précis, elle se tenait au cœur de l'arène, forte de la dignité retrouvée et de la vérité qu'elle défendait. Face à elle, Preston ne souriait plus. La bataille pour l'âme de Pinewood venait de changer de camp. Les écrans derrière Raymond Preston affichaient des images numériques éclatantes et parfaitement mises en scène. On y voyait un éco-resort luxueux, niché près de sources naturelles et composé de chalets modernes recouverts de bois clair, avec de larges baies vitrées ouvertes sur une nature somptueuse. Chaque image semblait soigneusement calculée pour séduire, famille souriante en randonnée, touristes profitant d'eau claire jaillissant de la roche, terrasse douillette bordée de pins. Mesdames et messieurs les membres du conseil, chers concitoyens, déclara Preston d'une voix égale et charmeuse. Depuis des décennies, la propriété Blackwood n'est qu'une horreur visuelle et un danger pour notre communauté. Mon entreprise propose de transformer ces terres abandonnées en Pinewood Springs Resort, une destination éco-responsable qui créera de nombreux emplois, développera le tourisme local et augmentera considérablement nos recettes fiscales. Son assistant passait d'une image à l'autre. Preston insistait sur l'argument économique avec l'assurance de quelqu'un habitué à obtenir ce qu'il voulait. Notre évaluation environnementale indique qu'une intervention rapide s'impose pour empêcher la dégradation continue du terrain. Nous sommes prêts à commencer les travaux des approbations du Conseil. Dans le public, Martha observait discrètement le visage des conseillers municipaux. Elle ne vit ni adhésion immédiate ni enthousiasme inconditionnel, simplement une curiosité prudente. L'élu Hélène Winters, en particulier, gardait les bras croisés et le regard sévère. « Monsieur Preston, dit-elle enfin d'un ton ferme, cette proposition arrive devant nous avec une rapidité inhabituelle. Les projets de développement d'une telle ampleur exigent normalement une période de consultation pour que la communauté puisse s'exprimer. » Preston répondit par un sourire étudié. « Madame la Présidente, je serai ravi de répondre à toutes vos préoccupations. Toutefois, avant d'entrer dans des débats techniques, peut-être serait-il judicieux d'entendre Madame Martha Tucker, qui réside temporairement sur la propriété, sans autorisation. Son point de vue pourrait nous éclairer. » Le piège était évident. Il cherchait à la discréditer dès le départ, à faire d'elle une intruse plutôt qu'une citoyenne porteuse d'informations essentielles. Les regards convergèrent vers Martha. Une boule d'appréhension se forma dans sa gorge. Cependant, lorsqu'elle croisa le regard encourageant du shérif Daniels, elle se leva et marcha lentement vers le podium. Le micro brillait sous les lumières de la salle du conseil. Il symbolisait une voix qu'on lui avait refusée pendant 3 longues années. Elle inspira profondément. « Bonsoir, mesdames et messieurs les membres du conseil, » commença-t-elle avec calme. « Beaucoup parmi vous ont été mes élèves au lycée de Pinewood, où j'ai enseigné l'histoire pendant 30 ans. » Quelques têtes se redressèrent. Des sourires se dessinèrent furtivement. Elle vit le souvenir dans les yeux de certains. Elle n'était plus seulement une femme sans domicile fixe. Elle redevenait Madame Tucker. La présidente Winters se pencha légèrement en avant, surprise. « Je ne savais pas que c'était votre cours d'histoire avancée qui m'avait orienté vers les sciences politiques, » murmura-t-elle presque avec émotion. Martha répondit par un sourire discret. « Vous aviez rédigé un excellent mémoire sur la gouvernance locale, si je me souviens bien. » La tension dans la salle se dissipa légèrement. Puis elle reprit, le ton grave. « Je me suis réfugié sur la propriété Blackwood lors de la tempête de la semaine dernière. Ce que j'y ai découvert dépasse de loin la simple recherche d'un abri. » Elle ouvrit le dossier qu'elle tenait et projeta sur l'écran plusieurs documents jaunis, extraits du journal de Thomas Blackwood, cartes, actes fonciers. Thomas Blackwood n'était pas le reclus excentrique dont parlent les rumeurs. C'était un scientifique diplômé de Cornell, venu étudier un système de sources souterraines d'une qualité unique, un trésor naturel appartenant de plein droit à l'intérêt public. Martha expliqua comment elle avait trouvé les documents cachés sous le plancher du vieux chalet, des recherches détaillées sur la composition de l'eau, la mise en place d'une protection juridique empêchant toute exploitation privée sans contrôle. Elle ne prononça jamais le nom Preston. Elle parla uniquement du savoir, de la mémoire historique, et du droit public. Avant toute décision concernant ce terrain, conclut-elle, ces recherches doivent être évaluées rigoureusement par des experts, comme l'exige l'accord foncier original. Elle recula et laissa place au shérif Daniels. Celui-ci présenta des photos du matériel de collecte d'eau découvert sur le site, du matériel non déclaré et discrètement dissimulé. L'agent Martinez montra les analyses comparatives, le profil minéral de la source Blackwood,
parfaitement identique à celui de l'eau embouteillée Preston Pure, contrastait violemment avec la qualité médiocre de l'eau municipale de Pinewood. Enfin, la docteure Carter prit la parole. Elle expliqua, graphique à l'appui, les risques sanitaires encourus par le nord du comté, et l'enjeu vital de préserver une ressource d'une telle pureté. À mesure que les preuves s'empilaient, le visage de Preston se fermait. Lorsque son tour revint, son assurance avait laissé place à une colère contenue. Tout cela n'est fondé sur rien, siffla-t-il. Le matériel trouvé sur le terrain sert uniquement à des contrôles environnementaux. Quant à ce soi-disant accord foncier, il est manifestement frauduleux. Aucune trace officielle n'a été trouvée à ce sujet. La présidente Winter hocha la tête lentement, analysant chaque page, chaque sceau, chaque signature. Ces éléments soulèvent des questions sérieuses, dit-elle. Je demande que l'approbation du projet soit suspendue en attendant un examen complet par la commission des eaux du comté et les services juridiques. Le vote fut unanime. Preston eut un rictus d'impuissance. Lorsque la réunion prit fin, Martha fut enveloppée par une vague humaine de soutien. Anciens élèves, parents, collègues, citoyens, tous découvraient avec stupeur la réalité de sa situation et saluaient son courage. Pour la première fois depuis des années, on la regardait comme un être humain digne de respect, porteuse d'un héritage précieux. Preston tenta de se frayer un chemin vers la sortie. Il s'arrêta devant elle, le regard glacial. « Ce n'est pas terminé », murmura-t-il d'une voix tranchante. Et Martha comprit qu'il disait vrai. Le lendemain à l'aube, le rugissement brutal de moteurs lourds la réveilla. Elle se précipita à la fenêtre du chalet. 3 engins de construction avançaient depuis la partie et du domaine, là où la propriété Preston rejoignait la terre Blackwood. Des ouvriers revêtus d'uniformes estampillés Preston Développement installaient déjà des barrières oranges affirmant une prétendue limite de terrain. Le cœur battant, Martha alerta immédiatement le shérif Daniels. 20 minutes plus tard, le shérif arrivait en compagnie d'un géomètre du comté. Mais un bulldozer avait déjà commencé à abattre des arbres, tout près de l'accès dissimulé menant au réseau d'eau souterrain. « Ceci est totalement illégal », lança le shérif en s'adressant au contremaître. Le conseil a expressément gelé tout développement. L'homme brandit un document. Nous avons une autorisation pour une évaluation environnementale préliminaire sur les terres Preston. Nous sécurisons simplement la limite de propriété et effectuons des tests de stabilité du sol. Le géomètre inspecta les piquets fraîchement plantés. Ces marqueurs sont mal placés. Vous empiétez d'au moins 5 mètres sur la parcelle litigieuse. Une grosse voiture noire se gara soudain. Preston descendit, vêtu d'une tenue de chantier élégante, trop impeccable pour être crédible. Shérif Daniels, salua-t-il sèchement. Nous restons dans notre bon droit en procédant à ces tests environnementaux. Votre côté semble s'étendre mystérieusement. Et votre matériel se concentre précisément autour de l'accès à la source, observa le shérif. Le regard de Preston se durcit. Je n'ai connaissance d'aucune source. Nous examinons les risques de ruissellement. Rien de plus. L'attention attira l'attention. Plusieurs curieux s'arrêtèrent en bordure du chemin. Des visages familiers de la réunion municipale observaient, inquiets et indécis. Les nouvelles circulaient vite à Pinewood. La docteure Carter arriva à son tour, l'air grave. J'ai contacté l'autorité environnementale du comté, annonça-t-elle. Un ordre de cessation immédiate a été émis, le temps que les droits sur l'eau soient clarifiés. Le téléphone de Preston sonna. Après un échange bref et sec, il fit signe au contremaître, qui ordonna aux machines de s'arrêter. Le silence retomba. Pas un silence apaisé, plutôt l'annonce d'une bataille suspendue. Ce n'est qu'un contretemps, siffla Preston, perdant son vernis de calme. Ma famille a façonné cette communauté pendant des générations. Nous ne laisserons pas un excès administratif ou de vieilles légendes entraver le progrès. Son regard suivit Martha, pesant chaque mot. Je comprends que vos circonstances difficiles vous aient conduite ici. Mon entreprise soutient plusieurs initiatives de logement abordables. Nous pourrions vous aider à trouver un endroit plus approprié. Il tentait de l'exiler pour reprendre le contrôle. La manœuvre était évidente. Martha le regarda droit dans les yeux. Je vous remercie de votre sollicitude. Néanmoins, j'ai été nommée gardienne temporaire des documents historiques découverts ici, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée. Il n'y avait eu aucune nomination officielle. Pourtant le shérif hocha la tête avec autorité, validant la déclaration sans la moindre hésitation. Preston plissa les lèvres.
Très bien. Mais souvenez-vous de ceci, le développement est inévitable. Pinewood a besoin de croissance et non de s'attacher à des mythes du passé. Les engins repliés furent stationnés plus loin. Cependant les barrières restèrent. Un territoire, même contesté, venait d'être marqué. Il perd pied, dit le shérif en raccompagnant Martha vers le chalet. La réunion ne s'est pas déroulée comme il l'avait prévu et maintenant les autorités environnementales surveillent. La docteure Carter consulta son téléphone. Le laboratoire vient de confirmer nos analyses, la composition minérale de l'eau Preston pure est rigoureusement identique à celle de la source Blackwood. Pendant ce temps, l'eau de la ville affiche des niveaux de contaminants préoccupants. Martha sentit à la fois un soulagement et un vertige. Quelle est la suite? La commission des eaux du comté se réunit en session d'urgence demain, répondit le shérif. Blackwood a peut-être disparu il y a 70 ans, mais sa voix, grâce à vous, revient enfin défendre ce qui doit l'être. Le vent s'engouffra dans les arbres autour du vieux chalet. Une nouvelle journée commençait, porteuse d'affrontements encore à venir. Rien n'était gagné. Rien n'était perdu. La bataille pour la vérité venait simplement de trouver une alliée inattendue et déterminée. Si la clause de protection des eaux inscrite par Thomas Blackwood était jugée valable, les projets de développement de Raymond Preston seraient immédiatement bloqués par la loi. Martha observait les barrières oranges encerclant la propriété, ses frontières artificielles dressées comme un siège contre la vérité. Elle savait que Preston ne renoncerait pas si facilement. Depuis 3 générations, sa famille dissimulait jalousement l'existence de ces sources précieuses. Dr Carter formula alors à voix basse une inquiétude qui pesait sur tous. Si le grand-père de Preston a été capable de faire disparaître Blackwood pour protéger ce secret, jusqu'où Raymond serait-il prêt à aller pour préserver l'héritage de sa famille? Le regard du shérif Daniels se durcit. Il signala qu'un adjoint surveillait déjà la seule route permettant d'accéder au domaine. Personne ne mettra un pied ici sans autorisation, précisa-t-il avant de se tourner vers Martha. Vous devriez envisager de partir quelque temps. Cette cabane est isolée. Et Preston possède des moyens considérables. Martha sentit un frisson la traverser, mais son esprit se focalisa aussitôt sur les sacrifices passés. Elle songea à Thomas Blackwood, cet homme qui, des décennies plus tôt, avait choisi de tenir seul face à la puissance des Preston et en avait payé le prix ultime. Son courage avait tout perdu, sauf la vérité. Une vérité préservée dans l'ombre, puis transmise à elle, presque par miracle. Ma place est ici, déclara-t-elle d'une voix ferme. Blackwood a protégé ses recherches en ce lieu pour une raison. Je ne les abandonnerai pas. Pas maintenant. Dr Carter posa doucement une main solidaire sur la sienne. Alors nous resterons aussi. Ces mots étaient simples, mais chargés d'un engagement total. Le shérif a ses adjoints, et les habitants commencent à comprendre ce qui se joue. Nous ne sommes plus seuls. À travers les arbres, une foule de résidents de Pinewood s'était rassemblée, animée d'une curiosité nouvelle, mais aussi d'une indignation croissante. Martha comprit brusquement que quelque chose avait profondément changé. La femme invisible, celle dont les pas avaient arpenté pendant des années les rues de Pinewood sans qu'on la remarque, était devenue l'incarnation d'un réveil collectif. L'histoire de la ville s'écrivait autour d'elle. Au-delà des barrières oranges, les ouvriers de Preston poursuivaient leur démonstration d'autorité. Toutefois, les véritables frontières, désormais, n'étaient plus faites de plastique et de métal. Elles opposaient la vérité au mensonge, le bien commun à l'avidité privée. Après 70 ans d'obscurité, les lignes étaient enfin en train d'être redessinées. Martha posa sa main sur la vieille paroi de la cabane, comme pour y puiser de la force. Elle murmura presque pour elle-même, « Demain, nous terminerons ce qu'il a commencé. » Le lendemain, le bâtiment municipal vibrait d'une énergie inhabituelle. La session de la commission de l'eau du comté avait dû être déplacée dans une salle plus vaste en raison de l'affluence exceptionnelle. Les habitants, avides d'en apprendre davantage sur ce qui menaçait leurs ressources, occupaient chaque siège, chaque recoin des murs, certains restant debout dans l'arrière-salle. L'affaire Blackwood secouait désormais toute la communauté. Martha s'assit au premier rang, aux côtés du shérif Daniels et de Dr Carter. De l'autre côté de l'allée centrale, Raymond Preston chuchotait avec ses avocats, 3 hommes aux costumes impeccables, déjà occupés à échafauder des stratégies pour minimiser l'impact des révélations. Son expression, autrefois triomphante, avait laissé place à une crispation contenue, comme s'il sentait la situation lui échapper. La présidente de la commission, Judith Ramirez, ouvrit la séance.
Nous sommes réunis pour examiner les preuves relatives aux droits d'exploitation de l'eau sur la propriété Blackwood. La commission est responsable de la protection de l'ensemble des sources du comté. La parole fut donnée à Martinez, qui présenta l'analyse scientifique de l'eau. Puis le shérif Daniels détailla la découverte d'équipements illégaux dissimulés dans un puits secret, preuve que Preston avait déjà commencé à exploiter clandestinement la nappe souterraine. Martha, enfin, expliqua la découverte des documents originaux, le journal de Blackwood et l'accord foncier incluant la clause de protection de l'eau. Les avocats de Preston s'attaquèrent à chaque élément, la conservation des pièces, la légalité d'un contrat vieux de 70 ans, la fiabilité d'un témoignage émanant d'une femme, sans domicile et sans qualification scientifique. Ils la dépeignirent comme une intruse cherchant à saboter un projet bénéfique pour l'économie locale. Pendant l'assaut verbal, Martha aperçut un homme entrer discrètement au fond de la salle. Âgé, digne, un cartable de cuir usé à la main. Une allure de professeur ou de chercheur, reconnaissable à ses lunettes rondes et à son maintien attentif. Elle ne réussissait pas à savoir pourquoi son visage lui semblait familier. Lorsque la présentation de Martha toucha à sa fin, l'avocat principal de Preston se leva avec un sourire hautain. « Madame Tucker, vous nous demandez de considérer comme authentiques des documents soi-disant retrouvés par une personne qui n'a ni adresse, ni expertise scientifique, ni crédibilité avérée. Avouez qu'il serait pour le moins naïf d'y voir une vérité incontestable. » Il la regardait comme si sa vie entière ne pesait pas plus qu'un souffle. Avant que Martha ne puisse répliquer, l'homme assis au fond de la salle se leva et demanda la parole. La présidente Ramirez consulta ses notes, surprise. « Dr William Blackwood ? Vous ne figuriez pas sur la liste des intervenants. » Un murmure parcourut aussitôt l'assemblée. Le visiteur s'inclina légèrement. « Je vous prie de m'excuser pour cette intervention imprévue. Je suis le neveu de Thomas Blackwood et l'exécuteur testamentaire de ses travaux. Lorsque le shérif a pris contact au sujet des recherches de mon oncle, j'ai compris que le moment que nous redoutions depuis longtemps était arrivé. » Il posa son cartable sur la table et en sortit une grande enveloppe scellée. Mon oncle a confié des pièces à l'université Cornell avec pour instruction qu'elles ne soient révélées que si ses recherches sur les eaux réapparaissaient et risquaient d'être compromises. Aujourd'hui, cette condition est remplie. À l'intérieur, la commission découvrit une lettre notariée datée de mars 1952 dans laquelle Thomas Blackwood authentifiait ses travaux et rappelait l'existence de la clause de protection. Plus encore, l'enveloppe contenait un petit cylindre métallique, une bobine de film 16 mm. Sur le billet joint, les mots de Blackwood résonnaient tel un avertissement venu du passé. Preuve enregistrée des menaces et sabotages perpétrés par Preston père et fils. À développer uniquement si ma disparition semble suspecte. Le shérif examina le dispositif. Une caméra dissimulée. La technologie correspond bien aux années 50. Dr Blackwood hocha la tête. Mon oncle documentait tout. Et lorsqu'il craignait pour sa vie, il a renforcé sa vigilance. Une courte suspension de séance fut décidée afin que le film soit traité en urgence. L'attente dura 2 heures pendant lesquelles la tension monta comme une fièvre. Des journalistes locaux affluèrent. Puis la salle plongea dans la pénombre. Les images noires et blancs, silencieuses et tremblées, apparurent sur le grand écran. Même sans son, tout devenait glaçant. Preston Senior, massif, courroucé, accompagné d'un jeune homme ressemblant trait pour trait à Raymond. Le décor, la cabane de Blackwood. La date, 29 avril 1952, veille de sa disparition. Les Preston pointaient du doigt des documents, exigeaient, menaçaient. L'un d'eux plaqua Blackwood contre le mur tandis que l'autre subtilisait ses cartes et schémas. La scène finale montrait le scientifique paniqué, rassemblant quelques affaires à la hâte après leur départ. Lorsque la lumière revint, le silence pesa comme une enclume. Preston avait le teint exsangue. Ses avocats s'agitaient, cherchant désespérément un échappatoire juridique. La présidente prit la parole d'une voix implacable. « Monsieur Preston, ces images impliquent clairement votre famille dans le vol de travaux scientifiques et dans la disparition de Thomas Blackwood. Souhaitez-vous répondre ?» Raymond se leva, tremblant presque. « Sur les conseils de mes avocats, aucun commentaire. Je demande une suspension pour examiner. » La demande fut sèchement rejetée. Après une courte délibération, le verdict tomba. Chaque mot sonnait comme une pierre scellant le destin de la dynastie Preston. En se fondant sur l'accord foncier original, sur les analyses hydrologiques et sur les preuves présentées, la commission reconnaît le réseau de sources souterraines comme une ressource publique protégée.
Le shérif se pencha vers Martha, la voix empreinte d'une satisfaction contenue. Preston ne peut plus toucher à ce terrain. Et pire pour lui, son entreprise a exploité illégalement ces eaux pendant des années. Martha observa Raymond Preston, autrefois intouchable, désormais acculé par la vérité. Le château familial construit sur la corruption s'effritait sous ses yeux. À l'extérieur, les journalistes se pressèrent autour de Dr Blackwood. Celui-ci indiqua Martha comme la figure clé de cette justice retrouvée. Sans elle, mon oncle aurait disparu une seconde fois. Elle a sauvé son œuvre. Pour Martha, quelque chose d'indescriptible se produisit. Elle se redressa, sentant la lumière du monde à nouveau posée sur sa personne. Venue chercher un abri contre le froid, elle avait trouvé une raison de vivre. 2 semaines plus tard, le destin du domaine Blackwood allait se jouer devant tout Pinewood. Après la découverte bouleversante des enregistrements secrets réalisés par Thomas Blackwood avant sa disparition, une vague d'enquête criminelle secoua la ville de Pinewood. Les autorités rouvrirent l'affaire historique de la disparition du chercheur et s'intéressèrent de près aux agissements de la société Preston Development, suspectée de détournement illégal des eaux souterraines. À cette réunion publique capitale, l'absence de Raymond Preston fut remarquée par tous. Les médias locaux annonçaient qu'il s'était retiré temporairement de la direction de son entreprise, affirmant collaborer avec les enquêteurs. Les opérations de la filiale Preston Pure, spécialisée dans l'embouteillage de l'eau, avaient été suspendues dans l'attente du verdict sur les droits d'exploitation du réseau de sources. Lorsque le maire Wilson ouvrit la séance, son regard solennel parcourut la salle comble. Il choisit de commencer par une déclaration inhabituellement personnelle. Selon lui, avant d'aborder toute décision politique, il fallait reconnaître une faute collective. Il présenta des excuses officielles à Martha Tucker, enseignante respectée durant 30 années, qui avait pourtant connu l'humiliation et la dureté de la rue dans la même ville qu'elle avait servi avec dévouement. Une onde de murmures approbateurs traversa l'assemblée. Martha ressentit un choc émotionnel profond. La reconnaissance la touchait, bien sûr, mais sa gêne demeurait vive. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à tant d'autres invisibles, encore sans voix ni toit. La présidente du conseil municipal, Hélène Winters, présenta ensuite le projet élaboré par le tout nouveau comité de préservation des sources Blackwood. Ce plan ambitieux proposait que l'ensemble du domaine soit officiellement classé sous le nom de réserve naturelle de Blackwood, avec une double mission, protéger l'intégrité du système de sources et en faire un centre d'éducation consacré à la gestion durable de l'eau. Le programme prévoyait la restauration complète de la cabane de Blackwood en tant que monument historique et laboratoire de recherche, un aménagement touristique limité permettant au public d'observer la magie discrète des eaux souterraines, et surtout l'acheminement de cette eau pure afin de renforcer l'approvisionnement municipal. Des ingénieurs spécialisés avaient confirmé qu'en étant correctement préservée, la source Blackwood pourrait fournir près de 30% des besoins en eau de Pinewood. Il s'agissait d'une transformation majeure pour la ville, qui pourrait ainsi abandonner des traitements coûteux et résoudre les graves problèmes de contamination dans le nord du comté. Lorsque la parole fut donnée au public, un homme au port distingué s'avança, le docteur William Blackwood, neveu du scientifique disparu. Ému, il rappela que son oncle avait toujours défendu l'idée que les découvertes scientifiques devaient servir l'humanité entière, et non être exploitées pour le seul profit de quelques-uns. Ce projet, affirma-t-il, honorait pleinement cet héritage. L'université Cornell, où il menait lui-même ses travaux, s'engageait même à collaborer avec Pinewood sur des recherches appliquées à la gestion des ressources en eau. Après plusieurs interventions favorables, le maire Wilson présenta un point supplémentaire qui n'avait pas été annoncé dans l'ordre du jour. Le conseil venait d'approuver à l'unanimité la création d'un poste de gardien attitré pour la réserve Blackwood. Une personne devait veiller à la préservation du lieu, tout en connaissant intimement son histoire. Son regard se posa sur Martha Tucker. Il lui proposa ce rôle. La fonction incluait la résidence permanente dans la cabane restaurée. L'annonce fut accueillie par des applaudissements spontanés. Martha resta un moment figée, une vague d'incrédulité la submergeant. À ses côtés, la docteure Carter lui prit doucement la main avec un sourire fier. Le maire poursuivit ensuite. Afin de reconnaître son engagement passé en tant qu'enseignante et désormais en tant que protectrice d'un patrimoine naturel et scientifique essentiel, il avait l'honneur de lui remettre la clé de la ville. Il sortit de sous le pupitre une plaquette en bois poli, sur laquelle était fixée une clé en laiton de belle facture, symbole rarement décerné et habituellement réservé à des personnalités officielles. Martha se leva, tremblante. Quelques semaines auparavant seulement, elle errait dans les rues, tentant de survivre au froid, vivant de l'aide discrète de la bibliothèque municipale et des cuisines communautaires.
Désormais, elle se tenait face à cette même communauté, non comme une ombre que l'on ignore, mais comme une femme à qui l'on rendait dignité, toit et mission. Elle prit une inspiration et trouva sa voie. Elle remercia la ville, mais insista pour dire qu'elle acceptait surtout en mémoire de Thomas Blackwood, dont la persévérance intellectuelle et morale avait survécu au silence et à l'oubli. Ce qu'il avait protégé s'offrait enfin au monde. Elle demanda aussi que l'on pense aux autres laissés pour compte de Pinewood, car les circonstances peuvent dépouiller un être humain de tout, sauf de son humanité essentielle. Ces mots, simples et vrais, s'abattirent dans un silence attentif. Enfin, Martha posa une condition claire à son acceptation du poste, que la réserve Blackwood inclut des potagers communautaires et des programmes éducatifs ouverts à tous, particulièrement aux personnes marginalisées. Le maire acquiesça sans hésiter, affirmant que cette demande serait intégrée au plan officiel. Lorsque la séance prit fin, l'émotion fut intense. D'anciens élèves reconnurent, parfois honteux, la femme qu'ils n'avaient pas vue tandis qu'elle dormait dehors. Des voisins vinrent s'excuser de ne pas avoir su la reconnaître. Martha accueillait ces gestes avec bienveillance, consciente que le regard humain peut se voiler sous l'habitude et la peur. Sur le trajet du retour, la docteure Carter la ramena à la clinique où elle séjournait provisoirement, les travaux de rénovation de la cabane étant presque terminés. En passant devant les bureaux désertés de Preston Développement, la jeune médecin lui demanda ce qu'elle ressentait en passant d'un statut de survivante silencieuse à celui de gardienne d'une ressource vitale. Martha observa la clé posée sur ses genoux et répondit que la vie semblait boucler un cercle. Blackwood avait protégé l'avenir malgré le danger. C'était désormais à elle d'assumer la relève. 1 an s'était écoulé. Ce matin-là, Martha se tenait sur la terrasse de la cabane, admirant les visiteurs découvrir les lieux. La transformation était spectaculaire. Le domaine n'était plus un secret abandonné aux ronces, mais un espace vivant, fleuri de jardins pédagogiques qui mettaient en valeur les anciennes techniques agricoles de Blackwood. La cabane mêlait rusticité et confort moderne, offrant un centre d'accueil chaleureux. Aujourd'hui, elle devait animer une visite pour des élèves de l'école primaire. Le bus arriva avec un joyeux tumulte d'enfants. L'enseignante n'était autre qu'une de ses anciennes élèves, heureuse et fière de lui confier sa classe. Martha retrouva très vite sa posture de pédagogue. Elle interrogea les enfants sur l'importance de ce lieu. Une petite main se leva, l'eau ici, elle est magique. Ce fut l'occasion d'expliquer que la magie n'était ici que le fruit bien réel de la nature. La minéralité particulière de la source favorisait la croissance des plantes et contribuait à la santé. Elle leur montra des légumes nourris par cette eau limpide, plus vigoureux que partout ailleurs. Puis, grâce à un observatoire vitré, les enfants purent contempler l'écoulement de l'eau dans la roche calcaire, sous leurs pieds. Ellie Carter, devenue simplement Ellie, au fil des mois, compléta l'explication par les premiers résultats médicaux. Depuis que la ville avait intégré cette ressource au réseau municipal, les indices de santé s'amélioraient. La nature, disait-elle, guérit parfois mieux que tout ce que l'on pourrait fabriquer. Après la visite, Martha rejoignit un petit banc en bois, au cœur des jardins partagés. Une plaque de bronze le dédiait à Thomas Blackwood et Martha Tucker, gardiens de la source. Ce geste l'avait profondément touché, malgré la pudeur qui lui avait d'abord serré le cœur. Des habitants s'affairaient autour des parcelles et certaines étaient cultivées par des personnes anciennement sans abri, désormais soutenues par de nouveaux programmes sociaux inspirés par son parcours. Mike Daniels, l'ancien shérif, vint s'asseoir à ses côtés, une thermos à la main, semblable à celle qu'il lui avait tendue le jour où tout avait commencé. Il lui annonça que Raymond Preston avait accepté un accord avec le procureur. Sa société verserait de lourdes réparations pour les détournements d'eau et les dommages écologiques. Concernant la disparition de Blackwood, trop d'années étaient passées pour que justice puisse être faite pleinement devant les tribunaux, mais le dossier reconnaissait désormais la responsabilité de la famille Preston dans les faits historiques. Ils restèrent silencieux un moment, contemplant la vie renaissante autour d'eux. Tant de choses avaient changé. L'ancienne usine d'embouteillage, symbole de profit clandestin, était devenue une coopérative citoyenne. Les puits contaminés du Nord étaient en cours de dépollution grâce aux fonds obtenus. Et la ville avait créé des structures d'aide solides pour les personnes sans domicile, rompant enfin avec l'invisibilité. Martha parla de sa fille, Rebecca, qui venait bientôt lui rendre visite avec ses enfants. Leur réconciliation avait commencé grâce à un reportage national sur la redécouverte du travail de Blackwood. Les petits voulaient découvrir, là où grand-maman vit maintenant. Mike sourit en disant que son histoire avait l'étoffe d'un film. Martha secoua la tête, elle n'était qu'une gardienne. Le véritable héros restait Blackwood,
qui avait osé préserver la vérité malgré les menaces. Lorsque les visiteurs quittèrent les lieux et que le calme du soir revint, Martha regagna le bureau de Blackwood, devenu son propre espace de travail. Les anciens instruments du scientifique cohabitaient avec un ordinateur moderne. Elle ouvrit un journal relié en cuir, commencé le jour où elle avait accepté son rôle. Elle y consignait l'eau, la terre, les gens, et le fil invisible qui reliait tout cela. Ce soir-là, elle nota les progrès de la ville, qualité de l'eau en hausse, récolte record dans les potagers, affluence croissante aux programmes éducatifs. Elle imagina Thomas Blackwood lisant par-dessus son épaule et hochant la tête avec approbation. Elle leva les yeux vers la fenêtre. Les premières lucioles scintillaient dans l'obscurité naissante, comme de petites étoiles venues saluer la terre. Elle relut la phrase qu'elle venait d'écrire, de chercher un abri à en offrir un, le chemin de la vie peut faire naître des miracles là où l'on croyait être perdu. Elle referma doucement son journal, qu'elle plaça sur l'étagère à côté des archives originales de Blackwood. L'histoire se poursuivait. Les décennies n'avaient pas effacé la volonté de préserver ce qui était précieux. Demain viendraient d'autres jeunes yeux curieux, d'autres questions, d'autres projets. La source continuait de couler, patiente et généreuse, comme si elle avait attendu tout ce temps que l'on comprenne enfin sa valeur. Martha Tucker, enseignante, historienne, gardienne des lieux, avait trouvé sa place. Ici, au cœur de la réserve de la source Blackwood, elle appartenait pleinement, utilement, profondément, à l'histoire de sa communauté et à l'avenir qu'elle contribuait désormais à nourrir.